Tous les matins à 6h20, c'est l'heure de retrouver notre page d'histoire donc sur Radio J. Et le vendredi, nous vous racontons la passionnante histoire des élections présidentielles, de la première en 1848 à celle de 2017. Et je suis toujours en compagnie de Christophe Dard qui nous conte évidemment toute cette histoire. Alors chaque semaine jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril prochain, nous évoquerons la campagne, les candidats, les moments importants et les rebondissements de chaque scrutin. Aujourd'hui, place à l'année 1965, année de la deuxième élection présidentielle de la Ve République, mais la première au suffrage universel direct. D'abord, Christophe, est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé depuis l'instauration du nouveau régime en 1958 ? Eh bien, en 1958, justement, Charles de Gaulle, nommé président du Conseil par le président René Coty pour tenter de résoudre le conflit en Algérie, régler l'instabilité ministérielle et parlementaire de la 4e République, est élu par un collège électoral de grands électeurs et prend officiellement ses fonctions le 8 janvier 1959 et prend comme Premier ministre Robert Debré. C'est la naissance de l'UNR, le parti gaulliste, un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale aux élections, une majorité donc forte, loin des compromissions, pour à chaque fois tenter, vous savez, d'avoir une courte majorité sous la 4e République avec des cabinets qui tombaient à la moindre loi non votée ou motion de censure. La France connaît en ce début des années 1960 une importante croissance économique et joue un rôle diplomatique de premier plan, mais la guerre d'Algérie n'en finit pas et met en péril le nouveau régime car le conflit se déplace en métropole. Et en 1962, De Gaulle est l'ennemi numéro 1 de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, un partisan de l'Algérie française et d'extrême droite, qui refuse que l'Algérie devienne indépendante. En août, quelques mois après l'indépendance, le lieutenant-colonel Jean-Bastien Thierry tire sur De Gaulle à Clamart, près de Paris. L'épisode est connu sous le nom d'attentat du Petit Clamart. Le président survit et face à la menace de nouveaux attentats, De Gaulle pense que les pouvoirs du président doivent être renforcés. Et il propose un référendum sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Et la décision est loin de faire l'unanimité à l'Assemblée nationale, au Sénat et chez les opposants à De Gaulle qui voient en fait une décision autoritaire et certains craignent même une dictature. Le vote se tient de ce référendum le 28 octobre 62, plus de 21 millions de votants, 76% de participation et le oui qui l'emporte avec plus de 62% des voix. Désormais, le président sera élu directement par les Français pour 7 ans. Et je dis bien tous les Français, car depuis 1944, les femmes ont enfin le droit de vote. Et oui, c'était important de le dire. Alors, plus de 28 millions de Français sont appelés aux urnes pour départager les candidats qui doivent obtenir 100 parrainages de parlementaires ou d'élus locaux pour se présenter. Ils sont finalement 6. Le premier d'entre eux est bien sûr le président sortant, le général de Gaulle, donc, qui utilise son statut d'homme d'État pour ne pas faire campagne. Il pense, lui, que sa réélection ne sera qu'une formalité. Pour De Gaulle, alors âgé de 75 ans, cette élection en fait tient davantage d'un référendum de popularité et du coup, il va avoir tendance à mépriser ses adversaires en se plaçant en quelque sorte au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, sur l'affiche de campagne qui sera utilisée, il n'y a pas son nom, il n'y a pas son visage. On voit une petite Marianne représentée en petite fille avec comme slogan « J'ai 7 ans, laissez-moi grandir ». Et le général, en fait, n'est reconnaissable que par sa manchette étoilée qui tient la main de la petite fille. Et du coup, il ne s'inquiète pas non plus des sondages qui le font passer en quelques semaines de 60 à 45%. Et oui, c'est énorme. Et le plus sérieux des adversaires à De Gaulle est François Mitterrand à l'époque, candidat unique de la gauche. Il est investi par la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, soutenu par le PCF, le Parti radical et le PSU. Son slogan est « Un président jeune pour une France moderne ». Il a tout de même quand même 49 ans, député de la Nièvre et maire de Château-Chinon et de Cook, effectivement, qui est depuis quelques temps l'opposant numéro 1 à De Gaulle, notamment parce qu'il a été l'auteur d'un ouvrage, Le coup d'État permanent, qui a rencontré un écho important. Alors pendant la campagne électorale, De Gaulle interdit, et ça c'est important, au ministre de l'Intérieur d'utiliser le passé de François Mitterrand pendant la guerre pour tenter de le déstabiliser. Et oui, car des choses déjà circulaient dès cette époque. Le général De Gaulle qui s'oppose notamment à la publication où l'on voit François Mitterrand aux côtés du maréchal Pétain, et il empêche aussi toute enquête sur ses liens avec René Bousquet, vous le savez, de sinistre mémoire, oui. Le secrétaire général de la police du régime de Vichy, organisateur principal de la rafle du Veldiv et de celle d'août 42 en zone sud. Bousquet qui a dirigé également la police française aux côtés de l'occupant nazi lors de la rafle de Marseille. Donc vous voyez, en 1965, on savait déjà le passé de François Mitterrand qui sera révélé bien des années plus tard. Au centre droit, l'ancien résistant et fonctionnaire sous la 4e République, Jean Le Canuet, se porte également
également candidat. Le sénateur de la Seine-Maritime comprend très vite, lui, l'importance de la télévision pour faire campagne. Eh oui, parce qu'à l'époque, quand même, tout de même, déjà près de la moitié des Français ont un poste, hein, même s'il n'y a qu'une seule chaîne, le RTF, qui plus est en noir et blanc. Mais le Canuet a vu qu'aux États-Unis, la télé a joué un rôle fondamental, précisément à l'élection présidentielle de 1960, et plus précisément dans le débat entre John Kennedy et Richard Nixon. Beaucoup ont d'ailleurs pensé que Kennedy a gagné lors de ce débat face à Nixon, alors que les sondages le donnaient perdant, parce qu'effectivement, ce soir-là, Kennedy est souriant, bronzé, alors que Nixon est mal rasé, pâle et transpirant de sueur. Et du coup, il comprend, hein, le Canuet, que la télé a un vecteur très important pour gagner une élection. Alors, il soigne sa communication, il affiche un sourire bright, un ultra bright à la Kennedy. Et sur ses affiches de campagne, d'ailleurs, on peut lire « En famille, écoutez Jean-Luc Canuet à la télévision, Jean-Luc Canuet parle à la radio » et c'est payant, puisqu'en quelques semaines, il passe de 5 à près de 20% d'intention de vote. À l'extrême droite, le secrétaire général adjoint à l'information du gouvernement de Vichy et partisan de l'Algérie française, Jean-Louis Tixier-Vignancour, est également candidat. Son directeur de campagne s'appelle Jean-Marie Le Pen. Il est alors âgé de 37 ans. Et à la Libération, Tixier-Vignancour a été frappé d'indignité nationale pour 10 ans en raison de son engagement vichiste. Avocat, il a obtenu l'amnistie de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline au titre de grand invalide de guerre, avant de défendre en 1962 plusieurs responsables de l'OAS, dont Raoul Salan, auquel d'ailleurs il évite la condamnation à la peine capitale. Donc vous voyez un petit peu à quel type de personnage on a affaire, hein, dans la campagne présidentielle. Tixier-Vignancour est d'ailleurs le premier à se déclarer et il va entamer une tournée des plages dès le mois d'août. Mais il faut bien dire, sa candidature ne décolle pas. Et puis c'est assez drôle, Liana, de constater qu'en 1965, il y a déjà les petits candidats. Ouais. Vous savez, ceux qui sortent un petit peu de nulle part. Alors, on a en l'occurrence à l'époque un sénateur de la Charente, Pierre Marcillassi, et un certain Marcel Barbu. À noter qu'un candidat avait songé à se présenter avant de renoncer. Hein, ça aussi, c'est assez classique en temps d'élection. C'est l'humoriste Pierre Dac, vous savez, hein, issu d'une famille juive d'Alsace, on en a parlé, figure, hein, de la résistance sous l'occupation. Dac qui présentait sa candidature sous la bannière du mouvement ondulatoire unifié, le MOU, le MOU, et son slogan était « Les temps sont durs, votez mou ». Alors après 2 semaines de campagne officielle avec stricte égalité du temps de parole, le premier tour a lieu enfin le 5 décembre 1965. Plus de 24 millions de Français se sont exprimés, soit une participation de plus de 84%, un chiffre qui laisse quand même songeur aujourd'hui. Le soir, les Français découvrent les résultats et ce sont des résultats surprenants. Branchés à leur poste de radio ou devant leur télévision en noir et blanc, les Français effectivement découvrent que le général de Gaulle n'est pas élu dès le premier tour. Seulement 44% des voix. Il devra passer par un second tour face à François Mitterrand, qui a quand même tout de même plus de 3 millions de voix de retard, mais affiche quand même 31,7%. Mitterrand se paie même le luxe d'être en tête dans 20 départements du centre et de la moitié sud. Loin derrière Jean-Luc Canuet, 15,5%, et Jean-Louis Tixier-Vignancour, 5,2%. Charles de Gaulle est secoué. Bien sûr, il reconnaît avoir sous-estimé ses adversaires et l'impact de leurs apparitions télévisées sur l'opinion. Du coup, il accorde une série d'entretiens télévisés lui aussi. François Mitterrand fait campagne pour sa part de son côté. À l'époque, en fait, il n'y a pas de débat d'entre-deux tours aussi. Exactement, et moins de médiatisation. Et le 19 décembre, le verdict tombe. Participation aussi forte qu'au premier tour, 84%. Et de Gaulle réélu avec 55% des voix. François Mitterrand lui dépasse les 10 millions de voix et affiche 44,8% des suffrages. L'écart est donc de plus de 3 millions de voix. Mais de Gaulle, hein, vous l'aurez bien compris, Ilana va garder un souvenir amer de cette élection, car il a le sentiment en fait, d'une ingratitude des Français, hein, qui lui font pas autant confiance qu'ils l'espéraient. Et d'ailleurs, si un deuxième mandat s'ouvre, comme vous le savez, il sera écourté. Eh oui, merci beaucoup Christophe pour ce nouveau numéro de l'histoire des présidentielles françaises consacré à l'élection de 1965, et donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.